Je voulais tous vous remercier, Madame la sénatrice, Catherine Firling, Mesdames les assistantes, et les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, Frédéric Bouillot, Olivier Lafitte, Mireille Suma, et ainsi de suite, et leur dire que je suis content de ce témoignage d'amitié. Si notre système a marché, c'est qu'on est fondamentalement des amis, et qu'on n'a pas travaillé pour l'argent, mais qu'on a travaillé pour les malades. Je voudrais aussi dire aux malades, et il y en a dans la salle, que je vais faire ce que je peux pour les aider, mais que nous avons tous nos limites dans ce qu'on peut faire. Alors, au fond, je vais vous parler d'abord d'une vieille molécule qui s'appelle le bleu de méthylène. Alors, bleu, c'est simplement parce que les Allemands voulaient en 1876 pouvoir s'affranchir de l'indigo, qui est la couleur bleue, qui était un privilège des Anglais, ça venait des Indes, donc ils voulaient pouvoir teindre en bleu. Et méthylène, c'est un jeu de mots allemand, parce que ça ressemble à méthylène, et que les bleus de l'époque avaient des noms d'endroits, bleu de Prusse ou ainsi de suite. Le bleu de méthylène, c'est 1876. C'est le plus vieux médicament qui existe. Il est plus vieux encore que l'aspirine. Il est plus vieux de quelques années que le paracétamol, dont on a beaucoup parlé. Et il a ceci de fascinant, c'est que c'est le début de l'industrie teinturière. Et dans les années 1860, on apprend à teindre, on apprend l'industrie chimique, on apprend à trouver le benzène. Le benzène, c'est une structure chimique déjà assez compliquée. Et du benzène vont dériver trois types de molécules, les médicaments dont je vous parlerai, mais aussi les explosifs et les insecticides. Et quand vous mettez deux molécules de benzène l'une à côté de l'autre, vous obtenez le bleu de méthylène. Ce que voulaient les Allemands, c'est une teinture. Le bleu est bleu. Il n'y a qu'à aller aux toilettes ici pour se rendre compte qu'il y a des gens qui en prennent et que ça teint bien en bleu les urines. Donc, le bleu a d'abord été essayé comme teinture et très rapidement, Ehrlich, qui aura son prix Nobel dans les années 1900 quelque chose, comprend qu'il peut teindre les tissus et qu'on peut commencer à voir quelque chose dans les tissus et en particulier les parasites. Et il voit en 1885 que le falciparum, qui est l'agent responsable de la malaria, peut être teint par le bleu de méthylène. Et il a l'idée de le traiter, le paludisme, au bleu de méthylène, parce qu'il voit que le falciparum n'aime vraiment pas le bleu de méthylène parce qu'il meurt. Et il montre, dans les années 1880, le premier cas de maladie guérie par le bleu de méthylène. C'est en l'occurrence des accès palustres. Et puis, vous allez avoir, dans cette période, énormément de maladies qui vont être testées au bleu de méthylène. Il va y avoir la dépression, on va y retourner, des premiers cas de neurodégénérescence, mais surtout les maladies infectieuses. Et ils vont traiter, avec une forme de succès, la lèpre, la tuberculose, et évidemment le paludisme. Tout ça marche, en tout cas pas mal, et on retrouve, quand on va à la Librairie nationale de France, des centaines de livres sur des maladies traitées entre 1880 et 1920 par le bleu de méthylène. Il note déjà à l'époque que l'effet secondaire du bleu de méthylène, c'est l'irritation vésicale, et que les gens ont besoin d'aller uriner de façon plus fréquente, mais que ça peut se lever à l'atropine, ce qui est un traitement qu'on ne fait plus nous aujourd'hui. Là où je veux en venir et ce qui est important, c'est ce papier. Ce papier est écrit en 1906 par un dénommé Abraham Jacobi, qui est quelqu'un qui était assez important, vu qu'il était président de l'Association américaine des pédiatres. Et l'article dit, au fond, ça marche dans tous les cancers. Vous mettez du bleu de méthylène, ça arrête les tumeurs, ça ne les guérit pas, parce que les tumeurs ne disparaissent pas, mais elles arrêtent de pousser. Et il prend le cas d'une femme qui a un cancer de l'ovaire, une grosse masse qui a essaimé au péritoine, il met du bleu de méthylène. Alors les doses ne sont pas
totalement clair parce qu'il parle de granules. Si j'ai compris, une granule, c'est 60 mg. Donc, il doit donner des doses de l'ordre de 500 mg de bleu de méthylène. Et cette tumeur, quelques années plus tard, à l'autopsie, sera de la taille d'une noix. Dans la salle, il y a un autre médecin qui vient de Géorgie, qui dit que lui aussi, il a traité des patients, en l'occurrence des cancers du ORL, puis des cancers abdominaux, et qui eux aussi ont répondu au bleu de méthylène. Et ça, vous allez retrouver dans la littérature. Donc ce papier, il est 1906, c'est Journal of American Medical Association. C'est un journal qui, en tout cas, aujourd'hui est prestigieux. C'est un papier qui est bien fait. Évidemment, il n'y a pas de biopsie parce qu'on ne biopsiait pas à l'époque. Évidemment, il n'y a pas de scanner, d'IRM ou de PET scan. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison non plus qu'ils se soient trompés. Et surtout, il y a toute une littérature que je n'ai que partiellement fouillée, de textes de la même époque, qui émanent d'une culture d'origine allemande. C'est là où il y en a le plus. Mais moi, je n'arrive pas à lire les textes allemands parce qu'ils sont en gothique et que c'est au-delà de mes capacités bien qu'alsaciens. Mais il y a un papier, il y a une thèse en français par un docteur Rambaud qui exerçait à Bordeaux en 1893, qui dit lui aussi « le bleu marche ». Donc on se retrouve avec la redécouverte de publications anciennes, concordantes et multiples, disant que le bleu de méthylène marche. Alors, ce que nous, on a fait avec le groupe que j'anime et qui me porte, c'est qu'on a essayé un petit peu d'y comprendre quelque chose. Alors, c'est comme toujours, on peut être soit dans le dogme, soit à l'extérieur, on peut être dans le système, ou on peut être refusnique. Ça, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Mais au fond, il y a deux grands sujets majeurs en cancérologie. Un, la cellule maligne doit être tuée. Ça, c'est une idée qui date grosso modo des maladies infectieuses. On guérit les maladies infectieuses. Le cancer, ça doit ressembler aux maladies infectieuses. Il faut tuer le cancer. Et c'est toute l'idée de la chimiothérapie anticancéreuse. Et en 1942, à Yale, on commence à utiliser pour la première fois des dérivés des gaz de combat, et on voit que le traitement fonctionne. Le malade qui a un lymphome, il y a une biopsie là par contre de fait, ce lymphome régresse, mais très rapidement, la tumeur repousse, le malade meurt, et en plus il a les effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long de l'histoire de la cancérologie moderne. Des réponses tumorales, des effets secondaires, et malheureusement, fréquemment, mais pas toujours, heureusement, des reprises tumorales. Et le deuxième grand dogme, c'est comme c'est compliqué, nous avons les outils, par l'informatique à l'époque, l'intelligence artificielle aujourd'hui, de démêler tout ça. C'est l'histoire du programme génétique. On s'imagine que nous sommes codés génétiquement, que tout ce qui nous arrive a une explication génétique. Alors, c'est vrai jusqu'à une certaine limite, la couleur des yeux et des cheveux, ou tout ça, c'est génétique, mais les maladies les plus courantes n'ont probablement pas d'explication génétique majeure. Et on s'imagine que ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvée qu'elle n'est pas là. Et nous nous retrouvons donc dans deux paradigmes qui vont être majeurs. Il faut tuer les cellules, et on va arriver à tuer les cellules uniquement quand on aura compris toute la subtilité du programme génétique. Et ça, c'est le dogme. Et comme toujours dans le dogme, vous avez des refusniks qui disent que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que c'est probablement plus simple, que le cancer n'est pas une maladie complexe, mais au fond, tous les cancers présentent les mêmes caractéristiques. Le premier refusnik, qui était tout de même prix Nobel, Otto Warburg, qui fait partie de la grande école des chimistes allemands des années 1910-1950, il comprend que les cellules cancéreuses captent le sucre, que ce sucre les alimente, mais qu'elles ne peuvent pas les brûler. Et ça s'appelle, en français courant, une fermentation. Les cellules fermentent, elles font de la masse. Comme elles font de la masse, ça polymérise, comme aurait dit Romain qui n'est pas là, qui est loin bas, oui.
et la cellule chauffe un peu et elle se divise en deux. Donc Otto Warburg comprend dans les années 20 que tous les cancers, sans aucune exception, et c'était un sujet d'intense débat avec Frédéric Bouillot, que tous les cancers fermentent et que c'est probablement pour cela qu'ils font de la masse. Le deuxième refusnik, c'est Albert Szent-Györgyi. Alors c'est un nom impossible à retenir. Il est lui aussi prix Nobel. Il découvre dans les années 1930 la vitamine C. Il est capable d'isoler la vitamine C dans le paprika parce qu'il vient de Hongrie et qu'en Hongrie, il n'y a pas d'orange, mais il y a du paprika et que le paprika, il y a beaucoup de vitamine C dedans. Donc il est quelqu'un d'extrêmement connu par sa découverte de la vitamine C. Il est obligé de fuir la Hongrie et fuyant la Hongrie, il va aux États-Unis et il ne trouve de place que dans un institut de biologie marine où il se met en tête de comprendre le cancer. Et ça explique aussi pourquoi ça n'a pas eu d'avenir, c'est que se retrouvant dans un institut de biologie marine, il n'y avait pas de cancérologue à côté, il n'y avait pas de malade, et donc ce qu'il a fait a été oublié. Ce qu'il comprend, et c'est fondamental, c'est qu'une cellule, quand elle est bien nourrie, elle est là pour se diviser. Qu'une cellule normale, elle ne se divise pas, elle est juste... la cellule normale, quand elle a à manger, elle se divise. Et il comprend quelque chose de fondamental qu'a recompris Romain, c'est que la raison de la division cellulaire, c'est l'excès d'électrons. Je vais faire maintenant un petit arrêt pour réexpliquer un petit peu la biologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au fond, vous ou moi, Anne-Catherine ou n'importe qui d'autre, nous fonctionnons par une réaction chimique. Nous prenons des électrons, des protons à l'alimentation, nous les lions à l'oxygène et nous faisons de l'eau. Vous ou moi faisons un demi-litre d'eau par jour. Et c'est la réaction chimique la plus puissante qui soit. Et si vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, c'est avec des électrons, des protons, vous mettez une allumette et c'est comme ça que ça part. Ça s'appelle la respiration cellulaire. Et vous respirez, vous faites votre demi-litre d'eau par jour et c'est ça qui vous donne l'énergie. Et en biologie, tout est fait pour ralentir le système parce que si vous le faites à tout barzingue, vous explosez. Si ça ne se passe pas, si vous ne respirez pas bien, ça s'appelle la maladie. Et le maladie a un autre mot, un autre synonyme, c'est la fermentation. Dans l'ensemble des maladies, vous faites de la masse. Vous faites de la masse parce que vous ne brûlez pas bien. Et cette masse va faire qu'une cellule se divise en deux. Ça s'appelle de la fermentation. Donc la biologie peut être comprise par deux choses. La respiration, l'oxydation, c'est la vie, tout va bien. Vous brûlez, vous faites de l'énergie, de l'ATP dont on parlait plus avant. Soit vous fermentez, et si vous fermentez, vous faites de la masse. Et si vous faites de la masse, les problèmes arrivent. Que ce soit de la masse cancéreuse, que ce soit de la masse sous forme de dépôt amyloïde, ou ainsi de suite. Comprendre ce point crucial est fondamental. Et qu'est-ce que va faire le bleu? Il va empêcher de faire de la masse. Je voudrais juste revenir, parce que c'est fondamental, après je reparlerai sur la clinique. C'est un exemple simplifié, rentrez pas dans les détails, c'est illisible. Mais ça, c'est le cœur du mécanisme cellulaire. C'est le cycle de Krebs. Alors, on peut vous le faire horriblement compliqué avec un enzyme qui fait guili-guili à un autre enzyme qui vous donne un nom barbare et impossible à faire. En réalité, tout ça, c'est que de l'électronique. Et le cancer, c'est une suite de court-circuits électroniques. Donc, on se retrouve de deux choses. Un problème intellectuel, combien d'électrons je dois enlever, et ainsi de suite, et des malades qui sont ici, là et maintenant. Et au fond, comment peut-on enlever cet excès d'électrons qui est responsable de la fermentation, comme disait Szent-Györgyi, et donc de la prolifération. Alors,
Comment enlever ça? Premièrement, vous mangez moins. D'où l'idée de mettre les malades en régime hypoglycémique, kétogène, vous en avez des variations. Moi, j'aime bien le lait de vache, quoi qu'on raconte. On a eu une discussion à midi. Il est où? Il est là. Ouais. On n'est pas tout à fait d'accord. Troisième point, relancer la mitochondrie. Vous pouvez la relancer par du sport, de la gymnastique, du footing ou des médicaments type acide lipoïque, hydroxycitrate, et surtout enlever les électrons. Et vous pouvez enlever ces électrons de deux façons, que moi je sache. C'est le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, il prend ces électrons, change de couleur et il les envoie à l'extérieur de la cellule. Et ça explique probablement ce papier de 1906. Et l'autre chose qui est pour moi redoutablement efficace, c'est le dioxyde de chlore. Alors, le bleu de méthylène, je vous rappelle, 1876, efficacité dans à peu près tous les médicaments, dans toutes les maladies, pardon. D'autant plus qu'une grande partie des médicaments que vous connaissez aujourd'hui sont des dérivés du bleu de méthylène. Les sulfamides, les diurétiques, les antidépresseurs, la chlorpromazine, la chloroquine dont on a beaucoup parlé, tous ces médicaments dérivent du bleu de méthylène. Et l'autre médicament qui peut vous enlever ces électrons, c'est le dioxyde de chlore. Alors le dioxyde de chlore, c'est connu parce que c'est un désinfectant qui, lui, ne date pas de 1876, mais de la Révolution française, donc il est plus âgé. Il est utilisé pour aseptiser l'eau que vous buvez ou les piscines pour les bourgeois qui ont des piscines. Mais pris à bonne quantité, à bonne dose, c'est redoutablement efficace dans le traitement du cancer. Donc, les patients parleront par eux-mêmes. C'est un des patients qui est là. Vous voyez que cancer de la prostate, vous voyez que le PSA monte. C'est une rechute, pardon, excusez-moi, j'arrive pas, bon, enfin, vous voyez que ça monte jusqu'au moment où on met du dioxyde de chlore, du bleu de méthylène, de l'acide lipoïque, de l'hydroxycitrate, du fendant suisse, parce qu'il faut bien vivre, et de la marche. Et vous voyez aussi que ces courbes sont fondamentalement fluctuantes, que ça monte et ça baisse, mais qu'au moment où on a mis ça, le cancer récidivant après une intervention dont il vous parlera lui-même, voilà. Donc là, maintenant, se pose la question de l'étape suivante. L'impression que j'ai, qui n'est qu'un terme d'impression, c'est que quand le cancer n'est pas sur un mode inflammatoire majeur, s'il n'a pas été... Si le malade n'est pas en train de mourir, ou s'il n'a pas eu des lignes de chimiothérapie les unes derrière les autres, mais ça fait encore beaucoup de... On arrive fréquemment, et je ne peux pas définir le terme de fréquemment, à le stabiliser ou le ralentir. Donc se pose la question d'un essai thérapeutique. Alors, vous savez, quand on n'est pas totalement dans les clous, malgré l'aide de ma femme et les autres, on n'y est pas arrivé. Mais Mireille Suma, qui est une mathématicienne à Dauphine avec qui j'ai bossé, dit qu'un essai devrait comporter 20 à 40 malades pour démontrer ça. Tout ça pour vous dire que ça n'est pas du domaine de l'insurmontable. Donc, probablement le cancer était compris en 1906, probablement le traitement était là. On peut arriver à relire ce qu'ont dit les anciens avec de la physique quantique, avec des électrons et avec du travail. J'ai oublié de vous dire qu'en début d'année, nous avons publié, grâce à la Fondation, un travail qui confirme que le bleu de méthylène ralentit la croissance des tumeurs sur les souris canadiennes. Donc, on ne sait pas ce que ça donne sur les souris françaises, mais tout ceci donne une haute probabilité que c'est par là que ça se joue. Évidemment, on est dans une période de transition. Évidemment, moi, je suis le plus à l'aise devant les équations.
J'aime beaucoup ça. Les malades, c'est déjà plus dur pour moi. Et au fond, je ne sais pas comment jouer le coup suivant, qui est évidemment d'une validation de tout ce que je suis en train de vous raconter et ou d'une dissémination de tout cela. Je vous remercie.